la radio de la communauté. Je vous informe donc que beaucoup d'amis sont déjà connectés et attendent, pour ainsi dire, fiévreusement la parole de la communauté. La question a été posée. Je m'en vais donc à tous les auditeurs qui suivent cette émission. Je vais reposter cette question sur le lien de l'émission. Voilà. Voilà la question du jour. Donc, vous avez cette question sur ce mur. La parole à la communauté. Question: face à la crise sanitaire actuelle liée à la pandémie du COVID-19, la riposte proposée par le gouvernement congolais est loin de rassurer la population du fait de l'absence des mesures efficaces sur tous les plans. Est-il légitime de dire 1. Que le gouvernement congolais a échoué, 2. qu'une ingérence humanitaire extérieure s'impose? Que préconisez-vous comme solution au niveau actuel de la situation? Alors, vous connaissez le principe de cette émission, c'est de répondre à tour de rôle à la question posée. J'ai sur le plateau quelques amis. Alors, salut Bernard. Bonjour Dinois. Voilà, donc vous avez Bernard Pongui depuis Toronto, au Canada, où il est exactement 13h, je crois, 11 minutes à Toronto. Salut à toi, Ange Félicien. Oui, bonjour Jean Lewis, bonjour à tous les auditeurs de Radio Congo Live 11 depuis Chicago. Voilà, donc Ange Félicien depuis New York, là-bas où il est exactement 12h, non, 13h. Voilà, en heure de l'Est. Voilà, nous avons donc, nous allons tenter de... Alors, j'ai un retour, chers amis. N'ouvrez pas votre Facebook, s'il vous plaît, là-bas. Hein. Est-ce qu'on peut refermer nos Facebook? Je vois qu'il y a un qui a son Facebook ouvert. Alors, voilà, donc nous allons tenter de prendre notre ami Daniel Mabonza. Je ne sais pas, Daniel, vous devez... Allô? Alors, il y a un problème de micro quelque part. Hein? Est-ce que c'est à mon niveau? Je ne crois pas. Certainement à votre niveau. Il y a un bruit de fond. Alors, je vais faire un premier test. Mute. Alors, je crois que ça devait être à votre niveau parce que je n'entends plus ce bruit-là. Alors, en mute. Allô, allô, allô. Ah, je crois que c'est Bernard Pongui. Hein? Alors, voilà, c'est Bernard Pongui. Ouais, c'est plus bien. Alors donc, je disais que nous attendions notre ami Daniel Mabonza. Je vais voir si je peux inviter Daniel Mabonza. Attendez, je vais essayer de renvoyer l'invitation parce que Daniel est prévu sur ce meeting. 12h13 minutes à Chicago. C'est un direct qui va durer une trentaine de minutes. Nous faisons rapidement le point de la situation sur place. Pour ceux qui suivent l'émission, vous devez intervenir car nous sommes à la parole de la communauté. Le principe de l'émission, c'est à vous justement de réagir sur la question du jour. Nous ne faisons que vous proposer ce que donc la question du jour et c'est à vous de vous prononcer sur cette question. Alors dites-nous, le gouvernement n'a pas fait ce qu'il devait faire. Est-ce que vous demandez à ce gouvernement a échoué? Que proposez-vous et quelle est la solution que vous apportez? Alors, voilà donc la radio la parole de la communauté, c'est ici. Jean Lewis, nous sommes avec Bernard Pongui du Canada. Et Bernard qui nous revient 2 jours après, puisqu'il était là il y a quelques jours sur cette antenne. Alors Bernard, nous ne savons pas ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez changer de micro, Bernard, peut-être? Voilà, je vois que ça se complique au niveau de notre ami Bernard Pongui. Bernard, est-ce que tu peux changer de micro? Alors, Ange Félicien, je vais ouvrir le bal avec vous. Alors, une fois de plus, salut et bienvenue. Ange, la question du jour, c'est de constater que Denis Sassou Nguesso a échoué. Du moins, son gouvernement a échoué. Réaction. Bon, mais Jean Lewis, bonjour une fois de plus, bonjour aux auditeurs. Je vais partir par commencer par faire une genèse. Bon, nous savons que cette pandémie a commencé en Chine depuis
le mois de décembre. Et partant de ce moment, nous avions évidemment vu comment les choses ont évolué. Au fur et à mesure que les choses évoluaient, d'autres pays prenaient déjà des mesures. Malheureusement, chez nous, ce sont des discours. Hein, comme d'habitude, on fait des discours pompeux, on fait je ne sais pas, des conseils de ministres, mais rien de concret n'était encore pris comme mesure. Et c'est au dernier moment, quand la situation est devenue critique, c'est à ce moment-là qu'on a pensé mettre en place des comités de gestion, des comités des experts, et qui malheureusement n'ont pas les moyens pour accompagner, parce qu'il faut des mesures d'accompagnement comme le font d'autres pays. Bon, aujourd'hui, nous sommes à un stade où les choses, évidemment, c'est encore compliqué. Au Congo, on a pris des mesures de confinement. On a demandé à la population de rester chez soi, ne pas sortir et tout. Et la maladie, pendant ce temps, ne continue qu'à prendre, ne fait que prendre du terrain plutôt. Et Dieu merci, parce que jusqu'au Congo, jusque-là, au Congo, on nous dit qu'il y a une dizaine, une vingtaine de cas par là. Dieu merci, si c'est le cas. Bon, mais quand on voit la situation actuelle, on se dit, évidemment, il y a un problème. Parce que les mesures qui ont été prises ne sont que des mesures, qu'est-ce que je dirais, ne sont que des paroles. Mais concrètement, sur le terrain, on ne voit pratiquement rien. J'étais en train de lire, de parcourir les réseaux sociaux ce matin. Oui. J'ai même découvert une publication qui a été faite sur une page des ressortissants de Muyonzi, là où on parle que Madame la ministre est allée faire un don de kits concernant le coronavirus. Bon, voyez-vous déjà, là, il y a c'est un problème, malheureusement, je ne sais pas si toute la population a eu cette information, mais c'est vraiment malheureux parce que les kits qui ont été donnés au Congo par le propriétaire d'Ali Baba, on ne sait pas où ont été distribués ces kits parce que quand vous parcourez, vous partez, vous faites la ronde à l'hôpital général, plutôt au CHU, on ne retrouve pas ces kits. Dans les grands hôpitaux du Congo, on ne retrouve pas ces kits. Ils ne sont pas encore dans les magasins de stockage quelque part? Dans les magasins de stockage d'In Lewis, là où on parle, on est en pleine crise actuellement. On est en pleine crise. Je ne pense pas que ces kits devaient encore être dans les stockages. Mais je ne suis pas sûr que ces kits sont dans les stockages. Si on parle du don de Mme Lydia Mikolo qui a été fait auprès de la population de Muyonzi à travers son, je ne sais pas, une de ces associations, ça veut dire que ces kits-là proviennent de quelque part. Je n'ai jamais entendu quelque part que le Congo a fait la commande des kits qui concernent le combat contre le coronavirus. D'autant plus que les pays développés, les pays occidentaux actuellement ont du mal à trouver ces kits parce qu'il y a maintenant surenchère sur le marché. Vous avez lu comme moi, vous lisez les journaux comme moi, vous voyez comment les gens se battent entre les pays se battent pour acquérir ces kits parce que ce n'est plus facile. Voilà, et je ne vois pas. Nous allons donner, Ange, nous allons donner oui. La parole à ma pensée qui vient. Allô, Daniel? Allô, Daniel? Oui, bon. Oui, John, je t'entends là. Oui, voilà. Malheureusement, son image est un peu nette. Est-ce que vous constatez la même chose, Ange? Voilà. Je ne vois pas sur. Bon, John Lewis. Alors, voilà. Donc, nous avons quelques problèmes de ligne avec Zoom. Vous ne voyez pas? Bon, je vous vois, mais je ne vous vois pas en mouvement. Mais ce n'est pas grave, c'est la voix qui compte. Alors donc, salut à vous et bon retour sur la radio de la communauté. Encore une fois,
nos condoléances suite au décès de votre frère, Daniel Mabanza. Nous parlons de l'actualité au pays. D'abord, revenons sur ce que Ange vient de dire, notamment sur le détournement du don qui a été fait à la population congolaise. Et nous passerons à une autre situation que j'ai abordée hier, notamment la contamination de l'Interland ou des villageois par les citadins qui quittent la ville en masse pour se rendre en province. Alors, Daniel, réagissez sur ce que vient de dire sur les propos d'Ange Félicien. Est-ce que vous entendez là? Est-ce que vous nous entendez? Je vous entends bien, John Lewis. Je vous entends. Oui, voilà, ça. Essaie de t'éloigner de ton micro. Ne parle pas un peu trop fort. Je crois qu'il y a un problème là-bas. Allez-y. Et bonsoir à tous les auditeurs. Bien évidemment. Décidément, nous avons des problèmes. Ange, on ne peut pas l'entendre. Hein. Alors, essaie de te retirer, de te reconnecter. Oui, voilà. On a un problème. Voilà, nous avons des problèmes avec Zoom, je crois. Hein. Daniel, tu vas te retirer et tu reviendras. Hein. Alors, je reste avec vous, donc, Ange, sur ce plateau. Le temps que Bernard Pongui, vous allez donc, nous allons faire peut-être une rotation. Alors, Ange, est-ce que c'est réellement confirmé que ces dons ont été détournés ou repartis dans divers secteurs pour être distribués? Parce qu'il y a un problème. Je n'ai pas pratiquement la preuve que ça a été volé. Je ne parle pas du vol, je ne parle pas du détournement, mais les images que j'ai vues, c'est bel et bien, ce sont bel et bien des kits qui reviennent de quelque part. Ce sont des images qui parlent. Et curieusement, quand vous allez sur la même page, ces images ont disparu. Mais les gens ne sont pas rendus compte qu'on avait déjà piqué ces images qui ont été ventilées partout. Donc, je ne parle pas ici de vol ni de détournement, mais nous n'avons pas des boutiques ou des usines au Congo qui fabriquent les kits pour cette maladie-là. Donc, si ces images sortent, si ces kits sont sortis au grand jour, ça veut dire qu'il revient de quelque part. Et de quelque part, c'est quand même une ministre qui appartient à un gouvernement. Il ne va pas nous dire qu'il est allé acheter ça, qu'elle est allée acheter ça quelque part dans un pays. C'est là où se pose la question. Pendant qu'on attend ces équipements dans les grands hôpitaux, malheureusement, ces kits se retrouvent comme par hasard à Muyonzi, là-bas. Je ne sais pas combien de cas de coronavirus nous avions déjà recensés à Muyonzi. Ça devait intéresser Bernard Pongui. Alors, Bernard, tu nous reviens avec un micro cette fois qui fonctionne. Hein? Bernard, est-ce que vous pouvez parler maintenant? Allô? Voilà, on ne l'entend pas. Allô, Bernard? Voilà, c'est toujours des problèmes. Hein. Le micro semble ouvert ici, mais utilisez directement le micro de votre téléphone, c'est mieux, c'est plus facile. Allô? Est-ce que là, vous m'entendez? Voilà, parfaitement. Ouais, c'est tant mieux. Voilà, donc Bernard Pongui qui nous revient. Donc, salut à toi, Bernard. En dépit des difficultés que vous avez eu au début, nous abordons la question des dons qui devient votre credo cette semaine, puisque vous parlez de ces dons. Est-ce que c'est certifié et approuvé que ces dons ont été volés ou détournés, Bernard Pongui? Bon, écoute, merci Dinovis de nous avoir accordé encore l'opportunité de s'exprimer sur la radio de la communauté. Ben, vous savez, nous avons des gens sur le terrain qui nous rapportent tout. Hein? Et oui. Puis, ça vient des différentes sources qui démontrent que les équipements ont été bel et bien volés. Et puis, on peut constater les faits, hein, la manière dont on traite les cas de coronavirus dans les quelques dispensaires qui existent au Congo. Nous avons vu, par exemple, la manière dont le corps de M. Mvoulalea, qui fut un administrateur public, a été très maltraité au CHU de Brazzaville. Il a été abandonné parce que les agents
soignants n'avaient pas les équipements appropriés hein, pour manipuler ce genre de cas. Donc, on parle ici des équipements de protection. Donc, les faits attestent bien que le CHU n'a pas les équipements. Donc, les dons qui revenaient de l'homme d'affaires chinois, M. Jack Ma, le CHU ne l'a pas reçu. Donc, la véracité est que le centre hospitalier, ni même l'hôpital Assissé de Pointe-Noire, ces hôpitaux-là n'ont jamais reçu les matériaux. Donc, les dons revenant de l'homme d'affaires chinois. Donc, et puis, nous avons vu hein, les images de Mikolo qui a remis des équipements à sa fondation au niveau de Muyonzi. Et ça démontre bien que les gens autour de ce système se sont simplement partagés au travers de leur petite fondation, leur groupe ethnique, les équipements, donc les dons reçus de l'homme d'affaires chinois. En plus, oui, ça rejoint, Bernard, pratiquement ce que nous dit Lionel Ngouma. Il dit le problème, ce n'est pas du fait d'avoir remis le kit, mais la remise du kit en tant que don au nom de son association et sans préciser la source de ses biens. Ça ce n'est pas normal. Bon, mais Dinois, il faut déjà le savoir. Aujourd'hui, quasiment, les frontières sont fermées. Même quand on nous dit que le fret aérien continue d'atterrir, mais nous avons des gens qui travaillent à l'aéroport de Brazzaville comme à l'aéroport de Pointe-Noire, dans le système baie vitrée, bien sûr. Ça nous démontre qu'aucun avion cargo est venu déposer des équipements médicalisés. Les uniques équipements médicalisés qu'ils ont reçus, c'est le don qu'ils ont reçu le 29 mars 2020 à 2 h du matin. Vous voyez, donc ce n'est qu'après cela que nous avons vu Mikolo emmener une partie. Donc, ça mène un peu la vérité sur ce qu'on nous a dit qu'une partie des équipements ont été reçus et Sassou a pris une grande partie. Vous voyez, mais vous voyez dans leur manipulation, leur télévision, la télévision du fils de Sassou qu'on appelle Vox TV a apporté un démenti. Hein. On nous a fait miroiter comme si les équipements se sont partagés entre les hôpitaux, les forces, enfin la milice privée de Sassou et ainsi de suite, mais ce qui est archi faux. La vérité est connue. Hein. Il n'y a pas que nous qui le disons, même des organisations à but non lucratif au niveau de Brazzaville ont confirmé la véracité de nos propos. Donc, ce qui est clair, c'est que le peuple n'a rien. Hein. Les masques se retrouvent entre les mains des colonnes, que nous avons l'habitude de dire, les colonnes qui tiennent la dictature. Quand le chef mafieux qui est Sassou retire une partie, mais les colonnes qui soutiennent cette pyramide, éventuellement, tout un chacun va aller récupérer sa part du gâteau. Et ça fait partie du système des jeunes. Voilà, nous donnons la parole à Daniel. Est-ce que tu peux nous entendre maintenant? Oui, je vous Daniel? entends. Oui. Voilà. J'espère que ça va marcher. Allô, Daniel, essaie de réagir rapidement sur la question. Salut donc à tous ceux qui sont connectés. Nous avons Miller Sidorov, nous avons Moani Sengputu, Lionel Ngouma, Claude Bossobita, Joe Curtis, Abel Placide. Oh, salut Abel, mon ami. Hein. Et 10 autres, Yvon Serge Bilongo et le docteur Dieudonné Goma. Alors, réagissez, Daniel, sur la question du détournement des kits d'un baron chinois. Alors, je crois qu'il a toujours des problèmes, Daniel, c'est bien regrettable. Est-ce que tu peux parler Lewis? Oui, on t'entend, oui. Bon, je crois qu'il faut que tu éteignes. Et je te conseille d'éteindre ta vidéo. Je crois que tu as des problèmes de ligne là-bas. Mouvement, là, je te... Oui, nous avons du mal à te suivre, Daniel. Il y a des problèmes. Essaie de sortir et reviens en audio. Hein. Tu peux te connecter simplement en audio sur Zoom, mais en audio. Ça va être plus facile pour toi. Alors, nous allons donc... Vous me voyez? Nous allons donc... Voilà, nous vous voyons, mais votre son ne passe pas normalement. Nous allons donc poursuivre ce journal avec un autre aspect, Bernard, que j'ai évoqué hier, notamment Ange. Hier, j'ai publié une information sur où
des départs massifs en province, notamment à l'intérieur des régions, donc des gens qui fuient la ville pour aller se réfugier à la campagne. Nous supposons que les populations que nous avons présentement dans les provinces sont des populations saines, mais qui vont être contaminées, comme vous le dites, à la vitesse grand V. Hein. Ce soit des vagues de contamination du fait de ces mouvements à sens unique de la ville vers les campagnes. J'ai dû publier des images de la gare routière de Dolisie, notamment la ligne Dolisie, route du Gabon. Voilà. Ange, est-ce que vous pouvez réagir sur ce phénomène qui me paraît dangereux? Oui, Jean Lewis, il faut se demander pourquoi ces populations se déplacent. S'il y a un déplacement massif de nos populations de la ville, des grandes villes vers les centres ou encore les zones rurales, évidemment, c'est parce que les gens ont peur les gens ont peur de ce qui va se passer. Parce qu'on connaît un peu la réalité du pays, les gens ont peur. Et notamment, voyez-vous, on a pris une mesure de confiner la population, mais il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Aujourd'hui, où nous parlons dans certains quartiers beaucoup de quartiers de Brazzaville, j'ai des amis là-bas qui me disent qu'ils sont coupés du courant depuis plus de 2 jours. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant. Certains sont même par manque d'eau, ils sont obligés d'aller recueillir de l'eau à travers comment on appelle ça, Madoukou, ils avaient mis quelque chose, ils avaient canalisé Madoukou. Il y a de l'eau qui sort souvent à travers ces canalisations. Les gens, par manque d'eau, ils sont obligés d'aller puiser de l'eau là-bas. Donc, voyant toutes ces conséquences qui pouvaient arriver, certains se sont dit, bon, m'écoutez, autant mieux que j'aille me réfugier au village. Et là aussi, évidemment, c'est un problème. On ne sait pas. Ces populations qui quittent la ville pour aller au village, est-ce que ce sont des personnes qui sont saines, qui ne sont pas porteuses du virus? C'est un point d'interrogation. Alors, si c'est le cas, évidemment, on risque d'arriver à une situation où on ne saura pas comment la gérer. D'autant plus que même maintenant où on parle d'une vingtaine de cas, il y a balbutiement. Hein? Les responsables n'arrivent pas à gérer la situation. Comme une fois, si on arrivait un jour à une situation où on a 500 personnes, 1000 personnes, ainsi de suite, jusqu'à un grand nombre de personnes, comment les responsables vont gérer cette situation? Parce que déjà, le petit nombre de cas que nous avons qui ont été déclarés, on n'arrive pas à gérer cette situation. Voilà, Bernard Pongui, situation très grave pour les populations qui sont sous une menace de contamination à grande échelle. Bon, Dinoïs, il faut signaler 2 choses, comme l'a dit le frère Ange ici. Ceux qui vivent dans les grandes villes ont la crainte de 2 choses. Ils ont crainte d'être assassinés par la faim, hein, parce qu'on a confiné les gens sans payer les salaires, sans payer les pensions, sans payer les bourses. Donc, et puis, quasiment, ce sont les villages qui fournissent les grandes villes en produits, en produits alimentaires, hein, à l'exception des produits importés. Bon, le trafic a été réduit. Ceux qui vivent dans les villes n'ont pas de choix, c'est d'aller vers le village. Donc, nous sommes en train de voir un phénomène inverse de l'exode, hein, l'exode de population des grandes villes vers le village. Et ça, on ne peut pas les empêcher de le faire. Et aussi, il faut aussi regarder la crainte des représailles, hein, des forces de répression, que ça soit mis en place. Vous voyez que dans d'autres pays, on n'a pas mis des couvre-feux. Mais au Congo, nous sommes en train de regarder des violences policières. Hein. C'est-à-dire que la milice privée de Sassou est dehors, mais ce sont des stratégies de Sassou. Il le fait pour régler ses comptes, pour terroriser la population. Donc, connaissant déjà que c'est des milices barbares qui sont là pour assassiner, voler, violer, les populations n'ont pas le choix, c'est d'aller dans un endroit un peu plus sécuritaire. Mais, comme vous l'avez dit, c'est vrai, il y aura la contamination à la vitesse qu'on veut, même à ces populations qui vivent dans les campagnes. Et ça, on ne va pas empêcher. Mais
il faut plutôt donner la faute au régime qui n'a pas préparé les conditions nécessaires. Parce que vous vous souvenez, hein, Sassou vous a dit qu'il construisait simultanément 15 hôpitaux. Il a mentionné un hôpital par département, un hôpital militaire, un hôpital femmes et enfants et un hôpital spécialisé. Et tout ça, ça s'est construit uniquement dans la tête de Sassou. Mais par contre, il y a eu des multi-millions, plus de 600 et quelques millions de dollars américains qui avaient été décaissés pour faire ce travail-là. Jusqu'à aujourd'hui, les fonds sont partis dans les poches des individus. Donc, vous voyez que, oui, nous avons fait, le régime de Sassou a fait du copier-coller avec la France, mais la France a préparé les conditions nécessaires pour qu'on arrive à là. C'est d'ailleurs un pays industrialisé, même quand même que ces pays européens présentent quelques limites du point de vue matériel, mais néanmoins, les infrastructures sont là. Et chez nous, on n'a rien. Donc, si on avait été dirigé par des gens conscients et sérieux, éventuellement, les départements devaient avoir des hôpitaux nécessaires, capables de pouvoir accueillir des malades, même ceux qui partaient des villes vers les campagnes. Vous voyez, donc, on le dit, on ne peut pas donner ici la faute aux populations. Les populations cherchent à survivre. À chacun cherche à se protéger à sa manière. Et donc, la meilleure façon pour ces gens-là de se protéger, premièrement, il faut fuir les forces de répression de Sassou, mais ces forces de répression finiront aussi par aller dans les villages. Donc, voilà pourquoi nous demandons les populations à se préparer en conséquence. Voilà, Bernard, s'agissant de ces comportements des policiers, j'ai suivi une dame, je ne sais pas si on peut l'écouter ici dans cet élément. Je vais essayer de vous faire écouter cette dame qui déplore justement le comportement de ces forces de l'ordre, notamment dans la présentation des laissez-passer. Vous avez, attendez, on va essayer de l'écouter. Est-ce qu'on peut l'écouter? Je vais simplement mettre la lumière. Hein. Voilà. Oui, allez-y. Je vois que cet élément est presque inaudible. Hein. On peut pas l'entendre là. Voilà, nous ne pouvons pas. Voilà, donc cette femme que vous voyez et dont l'élément n'a pas de son, cette dame a déploré la manière dont les policiers se comportent, notamment dans la présentation de ce qu'ils appellent là-bas les laissez-passer. Donc, ils les tiennent, ils obligent au conducteur d'ouvrir donc la vitrine, manipulent ces papiers et les remettent au chauffeur. Et pour cette dame, ce sont là des comportements qui augmentent les risques de contamination Ange Félicien. Oui, Gilles Lewis, comment dirais-je, le comportement de la force publique, notre force publique, est un comportement qu'on a toujours déploré. Oui. Hein? Et, évidemment, dans des situations pareilles, je crois, j'en ai parlé lors d'une émission, si ce n'est pas sur Radio Congo Live, je crois que c'est lors du 17h du dimanche, cette émission de Ziana TV. Et nous avions, en dehors de cette femme, nous voyons les images qui circulent sur les réseaux sociaux, comment la force publique est en train de faire de la répression. Au lieu d'encadrer, au lieu de sécuriser, malheureusement, c'est une force qui sert à la répression. Ils attrapent la population, certaines personnes qu'ils mettent, qu'ils déshabillent, elles imposent à ces populations une certaine, ce que j'appellerais torture, parce que on va vous imposer à marcher à quatre pattes, on va vous imposer on va même vous chicoter. Bon, ça, ce sont des comportements, évidemment, que la population est en train de déplorer. Et voilà pourquoi, Bernard Pogny l'a souligné, si certaines populations se sont retrouvées ou bien se sont recroquevillées dans les villages, évidemment, elles ont eu la crainte d'être réprimandées, parce que nous savons évidemment comment la force publique congolaise agit dans des circonstances pareilles. Elle profite aussi pour rançonner les pauvres chauffeurs dès lors qu'on vous trouve, puisqu'on a dit confinement, bon, pour
pour eux, pour elles, le confinement, c'est plus rien, aucune activité, ne sachant pas que les gens doivent manger tous les jours. Au Congo, la majorité de la population vit au quotidien. Nous avons certes des sociétés, nous avons certes les fonctionnaires, mais les fonctionnaires, on les compte à peine, les sociétés, on les compte à peine. Donc, la majorité de la population vit au jour le jour. C'est-à-dire que si quelqu'un ne fait pas quelque chose, elle n'a pas en retour quelque chose à trouver pour manger. Et donc, il faille laisser cette population vaquer au moins à certaines occupations essentielles qui peuvent évidemment apporter quelque chose pour leur quotidien. Puisque nous avons décrété, ils ont décrété un confinement dont les mesures d'accompagnement n'existent pas. Au Gabon, le pays voisin, je crois que vous avez suivi comme moi, le président a déclaré que le confinement sera suivi de certaines mesures sociales. Absolument, oui. Le gouvernement va apporter quelque chose aux populations. Et au Rwanda, on en a vu le président Paul Kagame en train de distribuer les sacs de riz, de l'huile, certains vivres à ces populations. Malheureusement, au Congo, nous n'avons pas suivi ces mesures d'accompagnement. Et pourquoi ne pas laisser la population vaquer au moins à l'essentiel de ses occupations, parce que nous savons que cette population est précarisée. C'est une population paupérisée et qui ne vit qu'au quotidien à travers des moyens vraiment très précaires. Voilà. Ange, nous allons essayer de donner la parole à Daniel. Je ne sais pas s'il peut nous écouter, Daniel. Alors, Daniel. Oui, John. Je vous entends très bien. Voilà, allez-y maintenant, ça va. Allez-y. Ouais, merci à toi, John Lewis. Bonjour à tous les panélistes, à Ange Félin, à Pongui. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent à travers dans le monde. Et aussi bonsoir. Non, je dirais ceci que, vous savez, dans cette bataille, il y a eu des gros soucis. Vous savez que dans l'élément fondamental, c'est la communication. Dès lors que vous ratez la bataille relative à la communication, ben, tout de suite, ce qui peut s'en suivre sont des dérives que nous constatons donc, les populations vont dans tous les sens, les autorités également vont dans tous les sens, et y compris les structures qui ont été mises en place, c'est dit gouvernement. À ce jour, je veux tout simplement dire que naturellement que le gouvernement échoue, parce que vous savez que c'est difficile. C'est difficile, Daniel, je ne comprends pas ce qui se passe. Peut-être faut-il que vous m'appeliez au téléphone directement, je ne sais pas, parce que j'ai du mal à vous suivre, Daniel. Est-ce que, Daniel, pouvez-vous m'appeler au téléphone, si c'est possible? Mais je vous entends bien, peut-être. Oui, mais est-ce que vous l'entendez parfaitement? Ah non, ça, il y a des coupures. Il y a des coupures. Des coupures à tout moment. Ça, on doit vous l'affirmer. Ce n'est pas comme d'habitude. C'est pourquoi je vous ai demandé d'arrêter votre vidéo et de le faire exclusivement en audio. Donc, il y a une surcharge de la ligne. Votre ligne doit avoir des problèmes. Donc, vous sortez et vous revenez en audio. Je crois que ça pourra marcher. Ou vous pouvez m'appeler au téléphone. Salut donc à tous ceux qui sont connectés sur cette page Jean Lewis. Nous avons quelques remarques ici au niveau de ceux qui suivent l'émission. Bon, vous devez vous inscrire parce que j'ai posté, je vais donc reposter la question du jour. Bernard, c'est la question du jour. Donc, il faut que les gens réagissent. Voilà, la parole à la communauté. Question. Face à la crise sanitaire actuelle liée à la pandémie du Covid-19, la riposte proposée par le gouvernement congolais est loin de rassurer la population du fait de l'absence des mesures efficaces sur tous les plans. Est-il légitime de dire que le gouvernement congolais a échoué, qu'une ingérence humanitaire extérieure s'impose? Que préconisez-vous comme solution au niveau actuel de la situation? Alors Bernard Pongui, il est encore trop tôt de dire que le gouvernement a échoué, hein, Bernard? Jean Lewis, l'échec est déjà là, comme l'a su annoncer tout ce qui intervient. Même Daniel a dit,
le frère Onge aussi l'a dit, le régime de Sassou n'a pas été préventif et toujours réactif. Et quand on réagit très en retard, il y a des conséquences lourdes. Mais ce qui est encore curieux, c'est que Sassou a débloqué 100 000 milliards, n'est-ce pas? Mais malheureusement, il n'a jamais expliqué comment il va vouloir utiliser les 100 000 milliards. Mais vous savez qu'il y a un pont aérien qui existe entre le Congo et Pékin. Vu que nous avions toute une chaîne, hein, on peut même dire à l'exponentielle, des compagnies chinoises au Congo. Vous voyez, donc nous pensons que avec cet argent, Sassou pouvait créer un pont aérien entre Pékin et Brazzaville au Congo, juste pour amener du matériel nécessaire, peut-être essayer de regarder avec ses amis chinois, hein, ces mêmes amis qui les ont aidés à tripatouiller les routes, à aller sur la surfacturation, au pillage d'argent, sur les municipalisations accélérées. Vous voyez, mais jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait. Donc, l'échec est là. Nous commençons déjà à compter nos morts, avec déjà, par exemple, le scénario que nous avons vu sur des vidéos pour le malade atteint de Covid-19 qui est parti de l'hôpital militaire, l'hôpital Assissé à Guinée, il est reparti, ce malade il a fini par craquer. Vous voyez que ça vous montre un peu la situation réelle. Vous voyez, ne vous fiez pas à ce que la télévision de Sassou vous dise. Hein. Ils disent qu'ils ont préparé des conditions pour recevoir des gens qui sont atteints de Covid-19 dans les villes du pays. Mais rien n'est fait. Il n'y a aucune condition qui est préparée pour ces malades-là. Ils sont abandonnés. Hein. Donc, ce sont des familles qui arrivent même à se démerder, même à assurer l'enterrement de ces compatriotes qui meurent à cause du coronavirus. Donc, on le dit clairement, Sassou a échoué. Hein. Le régime de Sassou a toujours échoué. Hein. 23 ans de pillage, d'abandon, c'est beaucoup d'argent, mais ils ont échoué sur toute la ligne. Aucune promesse. L'homme vous dit qu'il a construit 15 hôpitaux. Il le dit là. Il le dit là. Et ça, c'est tout le monde qui l'a dit. Alors, Bernard, nous allons tenter de prendre un auditeur. Bernard? Allez-y. Oui, nous allons tenter de prendre M. Lionel Gouma. Lionel, voilà, est-ce que vous êtes là, Lionel? Oui, tout à fait. Voilà, merci donc. Bienvenue. Je voulais vous amener directement au studio. Voilà, vous êtes là donc. Bon retour sur la radio de la communauté. Lionel Gouma n'est pas un nouveau de la radio. Alors, nous avons posté une question, Lionel. Est-ce que vous pouvez réagir à cette question précise? Le gouvernement congolais a-t-il échoué? Que proposez-vous, Lionel, quant à la situation criarde qui prévoit à Brazzaville? Tu peux faire un test, utilise maintenant l'ordinateur. D'abord, j'aimerais bien dire que... Daniel, il ne s'agit pas de vous, il s'agit de Lionel Gouma qui intervient. Daniel, il ne s'agit pas de vous. Attendez. Lionel, allez-y. Oui, donc je disais ceci, merci pour la question. Ce que j'aimerais bien dire, c'est que faire intervenir de l'extérieur, c'est comme infantiliser le Congo. Il faut simplement qu'on puisse mettre en place les personnes qu'il faut à la place qu'il faut, parce que la compétence sur place. Mais simplement, on ne cherche pas à mettre les personnes qui ont ces capacités-là à la tête de ces structures, c'est qui fausse tout. Et ce n'est pas aussi l'argent qui manque dans notre pays. Donc, à mon avis, il n'est pas encore trop tard. Il faudrait simplement impliquer toute la structure administrative. Alors, des maires, les chefs des quartiers, les chefs des blocs, que tout un chacun soit impliqué, mais qu'à la tête, que ça ne soit pas pris par rapport aux origines familiales des individus, mais par rapport à la capacité de gérer une telle situation. Et hormis cela, il faudrait aussi ajouter que la société civile ou les autres organisations aussi doivent être intégrées parce qu'il s'agit d'une crise nationale. Ça ne concerne pas une partie de la population, ça concerne tout le monde. Donc, à mon avis, il faudrait tout simplement intégrer tout le monde et mettre des personnes capables, pas choisir par rapport aux affiliations politiques ou sociales. Donc, voilà mon point de vue. Voilà, c'était donc, voilà, M. Lionel Gouma, le ange, M. Lionel est beaucoup plus conciliant que Bernard Pongui. Hein, qui... Non, Dino, oui, je crois que
ça faisait partie des solutions, hein, ce qu'il a proposé. Et j'avais cette forme-là dans ma tête, parce que ce que nous sommes en train de remarquer, que cette crise est en train de se faire traiter comme une politique. Ce n'est pas la politique, là. Là, il s'agit d'un problème sanitaire, un problème de santé publique. Hein? C'est une affaire de toutes les populations. Donc, ça ne peut pas être traité du point de vue politique. Donc, le régime de Sassou est en train de traiter cette affaire comme la politique. Mais nous ne sommes pas encore aux solutions. Hein, oui, mais ça se comprend. Ça se comprend. On va poser la question à notre ami. Est-ce que ça va maintenant, Daniel? Voilà, ça se comprend puisque voilà, le régime lutte pour la survie. Hein, vous savez, que deviendrons-nous après cette crise du Covid-19? C'est ça le problème. Ce n'est pas la politique. Il s'agit de 4 millions. Il s'agit de la vie de 4 millions de Congolais. Absolument, je le démontrais hier. Pour eux, ce qui compte, c'est comment se maintenir et survivre face à cette crise qui risque de tout écrouler, tout ravager. C'est cela, je crois. Alors, Daniel, est-ce que tu peux, donc, en 2 minutes, résumer tout ce que vous avez entendu sur ce plateau, parce que nous allons nous séparer dans une dizaine de minutes. Daniel? Oui, John Lewis, c'est bon? Oui, on t'entend, oui, allez-y. OK, ben, il faut dire ceci. Si nous pouvons faire de cette crise de Covid-19 à travers le monde, j'aimerais tout simplement dire, dans un premier temps, parce que vous savez, tout la bataille ou cette guerre a été déjà menée. OK. Parce que la première bataille, c'est axée sur la communication. Parce que cette pandémie a commencé en Chine. On se trouvait dans une sorte, n'est-ce pas, de mimétisme de dirigeants congolais. Ils étaient comme, qui dirais-je, dans le cinéma, en train de suivre un film qui est réalisé ou qui est réalisé. Et le virus est parti de la Chine, s'est déporté vers l'hémisphère, le continent européen. Naturellement, les Congolais étaient toujours émotifs. Ils n'ont pas émotif. Parce que s'ils avaient la perspective, ils auraient pu mettre un certain nombre de mesures tout au début pour permettre à ce que le Congo, il y aurait déjà ce que j'appelle moi un élément de base, notamment le personnel soignant. On pouvait former les forces de défense et de sécurité pour pouvoir, n'est-ce pas, aux mesures. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les gouvernants ont assisté. Et le fait qu'ils aient assisté, lorsque la pandémie a atteint le Congo, ben, nous remarquons aujourd'hui qu'il y a du balbutiement, nous remarquons aujourd'hui qu'il y a des tâtonnements à tous les niveaux. Quand vous regardez aujourd'hui toutes les structures qui ont été mises en place, depuis la commission, en passant par qui est chargé ou qui est chargé de pouvoir évaluer, n'est-ce pas, sur le plan social et économique. Et de pilotage mais c'est pas possible. Il n'y a rien qui est fait. Daniel, nous ne pouvons pas laisser vous laisser continuer comme ça. C'est bien dommage. Allô? Je vous entends bien pourtant. Oui, c'est bien dommage. C'est contre notre bonne foi et notre volonté. Vous avez des problèmes aujourd'hui, vous devez. Le conseil que je peux vous donner, c'est de venir sans vidéo. C'est-à-dire que vous ne sélectionnez pas la vidéo quand vous vous connectez au Zoom. Ça va être plus facile pour toi. Alors, nous allons. La vidéo alors. Oui, voilà. Donc, il faut sortir de la vidéo parce que nous allons bientôt refermer ce journal. Nous avons au chapitre de la solidarité, nous avons des amis là-bas en France qui sont en train de faire des collectes pour justement envoyer des moyens au pays pour aider les parents. Vous avez ce que vous appelez le lechi.com. Lechi.com, donc vous allez sur un lien. Le lien, je l'ai publié hier sur mon émission d'hier. Donc, vous avez
www.leetchi.com. Donc, ces amis sont en train de faire des collectes pour envoyer des moyens au pays et acheter des vivres à ceux qui souffrent, donc ceux qui ont besoin d'une assistance. J'ai tenté de retrouver l'élément d'un résident de Chicago qui est en train de faire ce SOS, monsieur Alain Diananouka, qui en parlait hier déjà sur une vidéo, ce cri de cœur donc de ce résident d'Illinois. Je vais essayer de voir si je peux, pendant que nous attendons la question de monsieur Serge Flavier qui veut intervenir. Alors Serge, si vous voulez poser la question, vous pouvez le faire rapidement. Est-ce que sur le plateau, on a quelqu'un qui veut dire quelque chose, s'il vous plaît? Oui, Genois, allez-y. Ce que vous devez savoir, qu'au départ, le régime de Sassou a parlé de laisser passer à 100 francs CFA. À 100 francs CFA. Bon, là, par miracle, les gendarmes ont augmenté même les frais pour obtenir ces laissés-passer à 200. C'est payant, ce n'est pas gratuit? Non, ce n'est pas gratuit, c'est payant. Là, ça a été augmenté à 250 sans pourtant expliquer aux populations. Donc, vous voyez que il y a toujours, ce régime a toujours des mécanismes de se faire de l'argent même à n'importe quelle circonstance. Vous voyez, Dino, ici. Et ça, c'est à déplorer hein, face aux gens qui n'ont pas reçu le salaire, des pensions ni des bourses, face à une situation où on n'a pas mis des mesures d'accompagnement, on ne peut pas se permettre de mettre ces laissez-passer là payant. Et ça, nous dénonçons avec la plus grande énergie, c'est pratique. Aujourd'hui, tout le monde est racketté. Hein, les pauvres transporteurs sont rackettés. Ceux qui avaient pris autrefois le laissez-passer à 100 francs, on leur dit, votre laissez-passer n'a coûté que 100 francs, vous devez donc aller prendre un autre laissez-passer à 250. Donc, vous voyez que c'est une situation de confusion totale hein, pour ceux qui essaient de mais nous pensions que les laissez-passer devaient être délivrés à ceux dont les professions sont, comme on les appelle ici, essentielles. Éventuellement, malheureusement, c'est payant. Là, ça a été augmenté à 250. Et les populations ne comprennent pas. Alors, ça veut dire que les agents de l'État, eux, qui doivent aller travailler, qui sont dans ces professions essentielles, ont l'obligation de payer pour se laisser passer? Éventuellement, c'est ça. C'est ça ce que nous entendons, ce qu'on nous rapporte sur le terrain. Ça se paye. Et nous demandons des explications par rapport à ça. Pourquoi, dans une situation aussi d'urgence, où il y a des services essentiels qui doivent... Bon, on considère qu'il y a des services essentiels, mais pour le moment, nous ne sommes pas en train de voir les activités de ces services essentiels parce que nous voyons tout le temps des répressions dans les rues, hein, des jeunes qu'on tape, des mamans qu'on tape, qu'on est en train de fouetter par-ci, par-là. Vous voyez, donc on veut savoir pourquoi les laissez-passer ont été... pourquoi les populations doivent payer ces laissez-passer. Pourquoi on est parti même de 100 francs à 250? Pourquoi cette augmentation-là? C'est dû à quoi? Hein, c'est ça en réalité les problématiques des populations. Alors Bernard Pongui, nous allons rapidement, avant parce que nous allons bientôt nous séparer, et écoutez ce monsieur. Je réalise cette vidéo parce qu'il a une situation au pays. Nous sommes dans le confinement, je suis en train de traduire là. Nous ne travaillons pas. Je réalise cette vidéo parce que la situation dans mon pays est grave. J'ai donc une équipe en France là-bas, et moi et mon équipe, nous avons décidé de faire quelque chose. Rassembler nos efforts. Nous avons un lien là-bas sur ma page. Leetchi.com.
We don't asking a lot of money. I know it's temporary. We've been home. Nobody's working. I know. Voilà, il s'agissait donc d'un habitant, d'un résident de Chicago qui vous invite à la solidarité, M. Diananuka Alain, qui vient de vous donner le lien qui vous permet de faire une contribution et cet argent collecté sera envoyé au pays pour aider ceux qui souffrent notamment dans le domaine de l'alimentation. Voilà, merci donc pour ceux qui veulent avoir plus de détails sur cette information, allez sur la page ou le Facebook de M. Diananuka Alain. Diananuka Alain, vous aurez donc toutes les informations qui vous permettent de faire une contribution à cet élan de solidarité. Alors, Ange, nous allons bientôt refermer ce journal. Réaction donc sur ce dont nous venons de parler. D'abord sur la solidarité, Ange. On n'a pas entendu, même Bernard Pongui, une action de solidarité en direction de Brazza. Hein? Ange d'abord, Ange, allez-y. Je suis bien content qu'il y ait une solidarité. C'est une bonne initiative. Mais seulement, je crains que cet argent se retrouve dans une autre destination. Parce que je vais ici expliquer quelque chose. Même les mandats que nous faisons à partir d'ici, certains mandats sont compromis au Congo. Parce qu'il y a eu des gens qui se sont plaints. Tu envoies un mandat ici à un parent là-bas. Le parent veut aller récupérer le mandat à MoneyGram ou à Western Union. Ces gens, comme ils sont devenus très félins, ils savent comment bouffer de l'argent. Ils vont dire à la personne de laisser son identité et puis la référence du mandat et revenir demain parce qu'il n'y a pas de connexion. Et quand la personne repart le lendemain, on lui dit non, votre mandat a un problème, ainsi de suite, ainsi. Tu vois, il y a certaines personnes qui ont perdu de l'argent bêtement comme ça parce qu'il y a un vol organisé qui a pris place au Congo. Chacun veut manger à sa manière. Donc, moi, je crains que, évidemment, cet argent collecté se retrouve dans les poches d'un groupe de personnes, d'une personne bien, d'un groupe de personnes, et que finalement, ça soit un coup d'épée dans l'eau. Donc, c'est bien de prendre l'initiative, mais il faut voir tous les paramètres. Est-ce que ces populations pourront bénéficier de cet argent? Même, je veux en finir, dit Lewis, même quand on parle des mesures d'accompagnement, d'aucuns disent que M. Sassou va faire un discours pour annoncer les mesures d'accompagnement. Un autre discours, un autre? C'est ce qui se trame, un autre discours pour annoncer les mesures d'accompagnement au niveau social. Mais je me dis, déjà, on en a vu les catastrophes précédentes. Le 4 mars, beaucoup des victimes de ce drame n'ont reçu aucun centime. Hein? Je ne sais pas, la centime, le centime, bon, je ne sais pas. Aucun centime, oui. Voilà. Beaucoup de victimes n'ont pas reçu les compensations parce que cet argent est allé dans les poches de ceux-là même qui n'étaient pas victimes, qu'on a fait inscrire dans la liste parce qu'il y a X ou Y qui gère la liste. Bon, il prend son parent, il met dedans. Donc, même si aujourd'hui on parle de partage des vivres, je ne pense pas que les populations les plus démunies vont bénéficier de ces aides-là parce qu'on a des rapaces qui gèrent la chose publique partout. Voilà, Bernard Pongui, vous dites que les autres, ils ont détourné les dons, mais vous ne les envoyez pas jusqu'ici. Louis, vous nous connaissez mieux. Je crois que dans cette diaspora, s'il y a des gens qui sont spécialisés dans l'entraide, je crois que Bernard Pongui fait partie de cela. Nous avons quand même pu essayer de faire des campagnes de levée de fonds d'un certain nombre de frères au niveau de la diaspora. Mais malheureusement, vous connaissez, le Congolais ne donne pas, le Congolais ne partage pas. Mais nous avons toujours encouragé les campagnes de relevé de fonds parce que c'est ça qui fait partie d'une véritable entraide. Mais dans le contexte actuel, nous avons toujours posé la question pourquoi nous devons toujours être réactionnaires au lieu de prévenir. En aucune fois nous avons entendu une campagne de prélevé de fonds pour pouvoir collecter des fonds pour aider les écoles au Congo. Ça, on n'entend pas parler, hein, Dinoïs. Mais
nous avons été les premiers à anticiper ça, à appeler à la solidarité du peuple congolais. Nous avons été les premiers à demander aux gens au sein de la diaspora, ceux qui pouvaient, de renforcer leurs parents qui sont au Congo, parce qu'on savait ce qui se tramait. On a demandé aux gens d'assurer les approvisionnements, de se préparer en conséquence. Et ça, on l'a dit, on a appelé à l'entraide dans les quartiers, à la solidarité. Et ça, nous l'avons fait. Et donc, on ne peut pas ici nous dire que non, nous, on néglige ça. Non, nous sommes toujours les premiers qui évoluent. Voilà, nous avons, merci Bernard Pongui, nous avons des réactions. Je vais m'appesantir sur cette réaction d'un partisan du pouvoir, notamment partisan de Denis Sassou Nguesso, M. Ozance Mbola, que nous avions reçu il y a quelques semaines sur cette antenne. Alors, vous avez M. Mbola, je ne sais pas à qui s'adresse. Ce monsieur parle, mais on veut qu'il nous dise pourquoi l'opposition locale ne donne-t-il pas des dons. Alors, Bernard Pongui ou Ange, pourquoi les gens de l'opposition ici ne donnent pas des dons? Dis-le, au pays. Oui. L'opposition locale. Mais je suis c'est malheureux, hein, une telle réaction. Parce que si seulement si notre frère qui a fait cette réaction pouvait nous dire où sont passés les 14 000 milliards les 14 000. de fonds de génération future, on ne serait même pas à ce stade-là. On allait juste dire, bon, mais comme c'est une crise dont on ne s'attendait pas, bon, prenons quelque chose dans la JBCR et puis mettons-le au service du peuple. Et l'opposition, notre frère parle, mais c'est quelle opposition? Avec quels moyens? Nous savons comment les gens survivent au pays. Il parle de quelle opposition, avec quels moyens? Hein? Ça, c'est malheureux. Hein? C'est malheureux qu'il réagisse de la sorte parce que nous avons un pays qui a produit beaucoup d'argent lors des campagnes précédentes en ce qui concerne la vente du pétrole. Cet argent servira aujourd'hui évidemment à couvrir ou à pallier les problèmes que le pays traverse en ce qui concerne cette crise. Donc, notre frère n'allait même pas réagir, il n'allait même pas avoir le courage de réagir. Voilà, nous revenons à la question parce que nous allons refermer ce journal bientôt. Tous ceux qui suivent l'émission, j'ai quelques réactions ici. Salut donc à Jean-Claude Kibonzi, Bissila, salut à Mbemba, Maya Kamba et trois autres voilà, qui suivent. Salut à Alphonsine, 1600 CFA pour un laissez-passer. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, Alphonsine. Hein. Lionel Gouma, et surtout, la violence faite aux populations est inadmissible. Les Congolais ne sont pas leurs animaux. Alphonsine Mikwiza, micro. Bon, je ne sais pas si j'ai des problèmes de micro. Tendresse Sika, éloge Elpa, vous attardez sur ce cas parce que le Covid-19 est encore poli en Afrique. Allez en Italie, vous aurez la réponse. J'ai vu des vidéos des gens portés par des caterpillars enterrés dans les fosses communes. Prions pour le corps médical et notre pays pour que le pire ne vienne, que nos dirigeants prennent de bonnes décisions. Éloge Elpa. Ce qui est arrivé en Italie, si ça arrive au Congo, le gouvernement ne sera jamais en mesure d'y faire face. Au moins en Italie, leur gouvernement assiste la population. Les enterrements sont organisés par l'État, mais au Congo, on n'a mis que 2 corbillards sur toute la ville de Brazzaville pour accompagner les morts du Covid-19, même pas une morgue pour mettre ces corps. Salut donc à Serge Bizet qui suit l'émission, Duc de Boko, salut à Blaise de Bazabidila, salut donc, oui, salut donc cher ami. Alors nous avons posé la question, mais Bernard, vous n'avez pas répondu à la deuxième ou l'avant-dernière question de cette émission, et même ceux qui suivent l'émission, vous ne répondez pas à la question du jour, car nous sommes à la parole à la communauté, c'est à vous de réagir. Nous avons déjà répondu à la première partie, que le gouvernement congolais a échoué, oui ou non, qu'une ingérence humanitaire extérieure s'imposait. Que préconisez-vous? Donc, quelle est la solution? Alors, je voudrais rapidement sur le plateau vous entendre et puis nous allons terminer par la réaction des auditeurs. Bernard Pongui, répondez à ces 3 questions, s'il vous plaît. Bon, on l'a dit, hein, le régime a échoué, c'est clair. Bon,
quand il s'agit de regarder une réaction, enfin une intervention extérieure humanitaire, on le dit, qui viendra intervenir à notre place, puisque toutes les nations aujourd'hui sont en face de la même situation. Il faut plutôt essayer de regarder... On parle d'ingérence humanitaire. Bon, d'ingérence humanitaire, qui va vouloir le faire? Qui va vouloir le faire? Non, il faut plutôt ramener et ressortir la politique de la pandémie. C'est comme nous venons de dire. Ça ne peut pas être géré du point de vue politique, du point de vue régionalisme, du point de vue ethnique. Il faut rassembler les forces vives de la nation pour faire face à cette situation. Nous avons vu, hein, même les deux grands ennemis, l'opposition, le chef de file de l'opposition au Sénégal s'est rencontré avec le président Macky Sall. Mais au régime du Congo, puisque nous le savons, même Sassou, avant de prendre ces mesures de confinement, l'a dit qu'il a consulté son Sénat, il a consulté son Parlement, il a consulté sa Cour constitutionnelle, mais il n'a jamais même consulté le chef de file de l'opposition que lui l'a nommé. Vous voyez qu'il s'agit ici de regarder toutes les forces vives de la nation, de réorganiser les choses, éventuellement aussi de mettre un paquet de fonds. Hein, le paquet ici, puisque nous savons que les hôpitaux sont dysfonctionnels, il faut en urgence du matériel médicalisé et puis dans la même foulée essayer de former les gens. C'est-à-dire que le quelques personnel que nous avons, on va essayer de les rééquiper. Il ne s'agit pas ici de regarder que j'ai une clinique au Congo, il n'y a que ma clinique qui doit recevoir des équipements. Non. C'est ce que nous sommes en train de demander. Et associer tout le monde, hein, comme l'a dit ce compatriote, là. Il s'agit ici de regarder les chefs de bloc, les chefs de quartier, réorganiser. Il ne s'agit pas ici de regarder la politique, ce n'est pas la politique ici. Il s'agit ici de la vie des 4 millions de Congolais qui sont déjà dans des conditions de précarité du point de vue sanitaire. Donc, il faut vraiment que les gens soient conscients. Mais le tout, c'est le nerf de la résolution ici, c'est l'argent. Hein, les 100 milliards que Sassou venait de parler. Où sont ces 100 milliards? Où sont ces 100 milliards? C'est ça là la question. Parce que les hôpitaux au Congo, enfin, entre guillemets, moi j'ai toujours l'habitude de les appeler les dispensaires au Congo, ne voient rien. Il n'y a aucun équipement de protection pour le personnel. Il s'agit de porte-monnaie. Ben, il faut voir l'ensemble, puisque aujourd'hui, les populations fuient, sont en train de quitter les grandes villes pour les villages. Donc, il faut aussi regarder les chefs-lieux. Oui, Dinovis. Donc, on le dit d'une manière claire que ingérence extérieure, non, il n'y en aura pas. C'est à nous de régler le problème. Il s'agit ici de dire à Sassou de sortir les 14 000 milliards de l'argent du Congo. L'argent qu'il avait parlé des 15 hôpitaux, l'argent doit sortir aujourd'hui pour sauver le maximum de vies de Congolais. Tant qu'il n'y aura pas, on continue d'utiliser la politique dans cette pandémie, mais les Congolais vont mourir comme des poulets, comme des poussins, comme des... Voilà. On le dit encore, il faut englober tout le monde, il faut des moyens et créer ce pont aérien entre le Congo et Pékin. Il faut que ce pont aérien-là se crée pour que nous puissions recevoir le maximum. Pourquoi le régime de Sassou ne commande même pas la chloroquine? Puisqu'on sait que ce produit-là, mélangé à l'antibiotique, peut casser la charge virale. Même ça aussi, il faut qu'il y ait un extérieur. Oui, donc c'est un problème de mauvaise foi, c'est tout. Voilà. Voilà, merci Bernard Pongui. Avant donc de passer à toi, Ange Félicien, nous avons sur le plateau notre ami Moine Sengou Ipoutou. Voilà, vous avez le nom. Hein. Alors, réagissez sur la question du jour. Le gouvernement a-t-il échoué? Faut-il une ingérence humanitaire? Bon, quand je parle d'ingérence humanitaire, c'est-à-dire que des gens peuvent venir s'imposer aux autorités pour dire « nous sommes venus vous aider, vous n'avez pas le droit de refuser hein, ». C'est cela. C'est ce que ça veut dire. Alors, quelle est la solution que vous proposez au problème, cher ami? Allez-y. Oui, merci beaucoup, Jean Lewis. Je vais aller droit au but. Quant à votre première question, ou au premier volet de la question, je pense que le constat, il est patent, il est irréfutable. Le gouvernement congolais a déjà échoué. Et cela a été prévisible parce qu'on a vu un gouvernement qui n'a jamais pris de dispositions en amont pour affronter une crise, qui a été comme pris par effet de surprise par cette crise, qui a beaucoup rêvé pendant que la crise était en train de se propager
pays après pays, continent après continent, n'a pas pu anticiper. Et aujourd'hui, on a l'impression que nous avons un gouvernement qui est à court d'idées. Les gens sont comme sclérosés, incapables de réfléchir et de sortir des solutions inventives. Ça, c'est pour la première partie. La deuxième partie, vous demandez si une intervention ou une ingérence humanitaire extérieure était possible. Moi, personnellement, je n'y crois pas, parce que simplement, c'est le monde entier qui est affecté. Les puissants sont aujourd'hui à genoux. Je ne vois pas un seul pays du monde sortir avec des moyens pour venir imposer au Congo une action humanitaire en vue de sauver les populations congolaises. Dès lors que chaque gouvernement, même des nations les plus nantis, se trouve aujourd'hui d'abord préoccupé par la survie des citoyens de son pays. Et ça, c'est pour ce qui est des pays extérieurs qui ont l'habitude de ce genre d'intervention. Les organisations internationales, la Croix-Rouge, plutôt, excusez-moi, l'Organisation des Nations Unies, avec son organisme spécialisé pour les questions de santé, à savoir l'OMS, sur qui on pouvait compter. Je pense qu'aujourd'hui, les faits sont là. Même l'OMS est dépassée par l'ampleur de la situation. Et donc, d'un point de vue pratique, d'un point de vue des moyens, on ne peut pas compter sur une telle ingérence. Ça a été une très bonne idée de votre part de soulever la question. Mais moi, je n'y crois pas. Et en plus, le revers de la médaille dans une telle problématique, c'est que lorsque vous ouvrez la porte à une ingérence extérieure, soit-elle humanitaire, mais vous êtes aussi en train de donner la possibilité aux pays étrangers de venir satisfaire certains appétits qu'ils ont toujours eus sur les pays africains qui sont aujourd'hui de grands réservoirs de matières premières. Il n'y a pas d'aide humanitaire gratuite. Celui qui vous apporte de l'aide est souvent accompagné par des multinationales qui viennent pour solliciter des marchés et qui vous disent, si vous nous accordez les marchés, eh bien, vous aurez une telle aide. Et au finish, ce qui pouvait être considéré comme une aide. Après tout, Serge, il n'y a jamais eu des œuvres désintéressées de leur part. Mais justement, donc, pour cette raison que personnellement, je ne suis pas favorable à une telle idée, même s'il y avait encore des nations dans ce monde qui étaient suffisamment riches pour intervenir. Donc, on voyait même la Chine. On nous parle d'un don qui serait venu de la Chine, mais si vous regardez dans le fond, c'est le don qui a été fait par un homme d'affaires. Donc la Chine, le gouvernement chinois aujourd'hui, n'est plus en mesure de venir en aide au gouvernement africain qu'il a l'habitude de soutenir, parce que la Chine est elle-même débordée par l'ampleur de la situation. Maintenant, la dernière question, que faut-il faire? Parce qu'il faut bien esquisser des solutions. Moi, ce que je pense, c'est que notre gouvernement a été incapable d'inventer des solutions, mais a eu la chance d'assister tout ce qui se fait à travers le monde et à travers le continent africain. On peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs et qui marche. Ce n'est pas du tout un péché de faire ainsi. Je proposerai simplement au gouvernement congolais de copier ce qui se fait ailleurs et qui semble positif. Ou par exemple au Gabon. Au Gabon. Qu'il s'inspire de l'exemple du Sénégal, qu'il s'inspire du discours de Ali Bongo du Gabon, qui vient de sortir un chapelet de mesures sociales et économiques visant à soulager la population de son pays. Nos deux pays sont voisins, avec des populations qui ne sont pas trop éloignées en termes de démographie. Les mesures du Gabon peuvent être copiées, si ce n'est pas à 100%, mais dans une certaine proportion. C'est vrai que dans l'application de telles mesures, la corruption qui règne au Congo finira encore par s'imposer et faire encore du tort aux populations, mais il vaut mieux oser que de croiser les bras et assister à l'hécatombe qui se profile à l'horizon. Voilà. Je vais terminer par un aspect important que vous avez soulevé. Oui. C'est l'exode urbain auquel nous assistons aujourd'hui. Et quelqu'un l'a dit sur votre plateau, cet exode n'est pas le fait des vacances. Cet exode est causé par
par le besoin des populations urbaines de se sécuriser. Parce qu'aujourd'hui, le confinement assorti du couvre-feu est en train de servir de prétexte aux forces de l'ordre pour pouvoir s'illustrer encore dans la violence et la brutalité. Il y a eu beaucoup d'exemples éloquents sur lesquels je ne reviendrai pas. Et cette insécurité causée par les forces de l'ordre, qui vient s'ajouter à l'insécurité sanitaire causée par la présence du virus dans la ville, fait que les citoyens des villes préfèrent se retirer dans leur village d'origine, espérant y trouver des conditions de vie un peu acceptables, un peu favorables. Il est plus facile d'aller au champ, prendre des tubercules et manger, plutôt que de rester confiné dans un quartier de Brazzaville ou de Pointe-Noire, avec l'incapacité d'aller faire des courses, même lorsqu'on a de l'argent. La question du laisser-passer, Monsieur Lewis, vous qui êtes de la presse, trouvez-nous le temps pour venir parler de cette question et pour qu'on dénonce. Il n'y a pas de problème, nous reviendrons samedi. Ce sont des pratiques auxquelles on ne devrait pas assister. Le laisser-passer n'a pas sa raison d'être pour les populations civiles qui veulent aller s'approvisionner sur les marchés. J'ai reçu des témoignages des citoyens de Pointe-Noire qui se font rançonner par la police sous le prétexte de se laisser passer. On nous dit que pour aller faire même le marché, les femmes sont obligées de passer par le commissariat de police pour se faire délivrer un laissez-passer qui ne coûte pas 100 francs ou 200 francs, comme l'a dit M. Poggi, mais à Pointe-Noire, il y a des gens qui achètent ce laissez-passer à 2000 francs CFA. Alphonsine venait de nous donner le chiffre de 1600. Ben voilà, donc ça ne peut que changer. 1500, 2000, ça c'est une accident. C'est un scandale, oui. En période de crise. Et l'État devrait sévir sur ce genre de policiers. Voilà ce que j'avais à dire, M. Lewis. Merci beaucoup. Voilà, merci donc à toi, cher ami de la radio de la communauté. Nous allons donc refermer ce journal dans quelques... Oui, vous voyez que c'était... n'a pas un coût fixe, il est variable. Hein. Là, on nous parle même de 2000, hein. Vous voyez. Hein, bon, chacun à sa guise, donc à son montant. Exactement. C'est là au pays d'Enguesso, voilà, c'est comme ça. Voilà, cher ami Ange Félicien, vous n'avez pas encore réagi. Je veux voir si dans le public, ceux qui suivent l'émission réagissent sur la question. Attendez, Ange, parce que vous allez conclure. Hein, je vous donne le privilège de conclure. Alphonsine Mukwiza, je préfère perdre les matières premières avant de sauver des vies humaines, les matières premières que nous ne savons pas encore exploiter. Bon, là, je crois qu'il répond à Serge, hein, exploiter. À quoi bon ne pas privilégier la vie humaine? Le gouvernement a échoué et donc ne peut faire face à la pandémie. Salut à tous ceux qui sont connectés. Salut à vous, Mela Lecoeur. Salut aux autres également. Salut à bienvenue Victor Nzamba. Salut Elkrim Sen Tilde Dieu. Oh, c'est compliqué. Jésus. Voilà. Cher ami Ange Félicien. Louis, avant que Ange ne puisse attends qu'il réagisse d'abord, parce qu'il a trop attendu, Bernard. Il a trop attendu. Tu auras le temps de parler. Bon, mais je te garantis. Oui, allez-y. Je vais être succinct. D'abord, l'échec est là. Il faut le reconnaître. On ne peut pas changer la donne. En ce qui concerne l'ingérence des organisations humanitaires, ça, c'est déjà trop tard. Parce que même s'il y avait une organisation, je ne pense pas que cette organisation va se prononcer parce qu'actuellement, Flavie l'a dit, tous les pays, les grands pays, les pays occidentaux sont à terre et certains sont en train de chercher de l'aide partout. Et donc là, ce n'est même pas une solution. Et le dernier volet pour proposer les solutions. Bon, moi, personnellement, je crois que le gouvernement peut faire quelque chose. Et ce que je propose aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut sauver des vies. Parce que déjà, sur le plan social, on a largement échoué. Même les fameux hommes politiques qui font souvent des dons à l'orée des élections, on ne les voit plus aujourd'hui. Ils ont tous disparu. Et donc, je proposerais que le Congo fasse un effort d'accueillir ou bien de commander les kits qui servent au test pour au moins tester la population en grand nombre. Là, au moins, on saura que X est positif, X est négatif
et on peut manager un peu cela. Ou encore, dans cette optique toujours, de créer des centres qui peuvent accueillir des personnes qui seront déclarées positives à la maladie pour les confiner pendant les 14 jours comme le délai que tous les pays prennent pour évidemment observer la période d'incubation. Oui. Dans cette mesure, je ne vois pas quelle autre mesure que le gouvernement aujourd'hui peut prendre et qui peut rattraper tout le temps qu'ils ont perdu en train de vouloir colmater les brèches. En tout cas, ce temps est révolu et il faut penser maintenant à la santé des Congolais. Parce qu'aujourd'hui, seulement si le virus est déclaré à grande échelle au Congo, nous allons perdre beaucoup de vies. Et donc, il faut sauver au moins l'essentiel de cette population en faisant des tests pour au moins savoir à quel sein on pourra se vouer dans les jours prochains. Voilà un peu succinctement mes dernières contributions. Voilà, ton dernier mot, Bernard Bongui, c'est à toi. Bon, je crois que du point de vue solution, hein, je dirais, s'il y a encore la conscience par le régime de Sassou, c'est de créer rapidement un pont aérien, comme d'ailleurs tous les États sont en train de le faire, le Canada, les États-Unis, beaucoup de pays européens, même des pays africains, entre Pékin et le Congo. Acheter des équipements pour protéger le personnel médicalisé et puis éventuellement essayer de dépister les Congolais pour retrouver ceux qui sont malades et puis éventuellement apporter le traitement. Bon, il faut aussi faire des commandes des médicaments. Ça peut le faire puisque d'un côté, il fait partie de la France-Afrique, il a ses amis de la France qui sont là, donc il y a des laboratoires français qui sont là pour tous ces médicaments. Il est capable de le faire puisqu'il détient 14 000 milliards de notre argent, puis c'est l'argent qui devait lui permettre de construire des hôpitaux. Tant qu'il ne le fera pas, nous allons nous retrouver avec des morts partout. Et puis, qu'il essaie de sortir la politique. Ça n'a rien à voir avec la politique ici. Il s'agit ici de sauver des vies. Associer tout le monde, la société civile, les religieux, les quartiers, les chefs de bloc, pour coordonner ces opérations, parce qu'il faut sauver les vies du maximum de Congolais. S'ils ne le font pas, ils ne sont pas dans une bonne volonté de pouvoir sauvegarder la vie des Congolais. Bon, là où nous sommes en train de le regarder, dit Louis, l'arrivée du coronavirus venait de rattraper le régime qui a très longtemps amené le peuple dans la démagogie, la manipulation, le mensonge, le pillage et le vol. Le coronavirus ça sera un véritable procès parce que Sassou a promis 15 hôpitaux. Les hôpitaux, on ne les a jamais vus. Et là, ça devient véritablement une véritable forme de procès. Bon, maintenant, puisqu'il est incapable de pouvoir amener des solutions, la seule façon pour lui de résoudre cette affaire, c'est quoi? C'est de sortir sa milice privée pour intimider les populations. Mais jusqu'à où va-t-il continuer à intimider les populations? Les populations qui vont se retrouver poussées au coin du mur, noyées, et qui sentent que leur vie est menacée, ils seront obligés de se réveiller et de réagir. Et là, nous allons voir à l'arrivée d'un tsunami, comme déjà ce département du Quai d'Orsay, qu'il a déjà dit qu'il y aura des tsunamis, hein, des régimes dictatoriaux vont chuter en Afrique centrale, des régimes au bout de rouleau, comme celui de Sassou. C'est clair que le peuple congolais ne va pas se dessaisir de cette opportunité. Il faut plutôt saisir de cette opportunité pour voir qu'ils ont été dirigés par des gens qui les ont mentis de début jusqu'à la fin, qui ont tout confisqué, les libertés et l'argent, et qui n'ont jamais préparé les conditions hospitalières, ni même les conditions sanitaires du Congo. Donc, la seule solution ici pour le peuple congolais, c'est de tirer véritablement les conséquences. La véritable solution, c'est de chasser Sassou, de balayer le régime politique, incluant les faux opposants politiques qui ont aujourd'hui, ils ont tous disparu, et éventuellement redonner la gestion du pays entre les mains des véritables compatriotes, ceux qui ont le sens du patriotisme pour faire avancer le pays. C'est ça l'unique solution. Pour le moment, les populations doivent tirer la conscience qu'il faut survivre de soi-même, puisqu'ils ont été abandonnés par l'État, les individus ont été abandonnés par l'État. Donc, tout un chacun doit créer ses méthodes de survie. Donc, éventuellement, nous leur demandons de se retrouver dans des milieux où il y a beaucoup plus d'attroupements, d'éviter de serrer les mains, de donner du bise, de laver les mains comme ils peuvent avec les moyens de bord. Et c'est ça la meilleure façon pour pouvoir se sauver. Sinon, c'est tout le monde qui ira dans la tente. Voilà.
On t'entend pas là. Voilà, voilà, toutes mes excuses. Voilà, mon micro était fermé. Alors, merci donc Bernard Pongui pour avoir été succinct. Nous allons refermer ce journal de la communauté. Je vous retrouve le samedi pour inviter Georges Goma. Avec Georges, nous ferons une analyse sociologique du comportement des Congolais. On les voit quitter la ville pour se rendre dans la campagne, dans l'Interland. Et là-bas, un autre problème se crée. Nous allons aussi aborder le problème de l'impréparation de ces districts, notamment est-ce que ces mairies, ces districts, ces villages ont été préparés à recevoir ces populations? C'est tout un problème. Je ne crois pas que le gouvernement ait eu une action en direction de ces villages, parce que est-ce qu'il y a même une sensibilisation dans les villages? Je ne crois pas. Là, tu vas trop loin. Voilà. Si déjà les grandes villes n'ont pas été préparées et les petites villes et les villages sont totalement abandonnés. Ce sont les problèmes que nous allons aborder le samedi prochain. Voilà. Mais surtout, ne condamnez pas les populations qui vont dans les villages parce que ce n'est pas de leur faute, c'est pour leur survie. C'est pour les chefs de village, déjà, c'est un calvaire. Ils ne savent, donc ils ne comprennent rien de ce qui se passe là-bas. Ils voient des gens venir. Exactement. Encore que Bernard Pongui, vous avez même des gens qui ont perdu attache, qui ne s'y plus sont rendus depuis quelques années, 10, 15, 20 ans, 30 ans, hein, ou qui n'ont même pas de parents là-bas ou de maison. Voilà, ce sont tous ces problèmes que nous allons aborder. Nous ferons le tour. Merci de votre participation, Bernard, à toi, Bernard, et à Ange. Dommage pour notre ami Daniel. Avec Daniel, nous allons faire une séance de training pour voir comment arranger tout cela. J'avais beaucoup d'amis connectés sur ce lien. Jean Lewis, ils sont nombreux. Je ne peux pas citer les noms. J'en ai cité pendant ce journal, mais merci encore. Cette émission, la vôtre, c'était à vous, justement, de réagir sur la question du jour. Le gouvernement a-t-il échoué? Vous avez entendu la réponse de ceux qui étaient sur le plateau, mais aussi de ceux qui sont intervenus sur Messenger. Quelles sont les solutions apportées au problème? Voilà, des solutions sont venues de M. Ange Félicien, de Bernard Pongui, mais aussi des autres qui sont intervenus au téléphone. Alors, merci et je vous retrouve donc samedi pour une autre émission sur ce lien. Jean